Des ricanements remplissent l'air, accompagnés d'éclairs qui zèbrent le ciel. Un homme fou se tient debout dans une blouse de laboratoire sale, le docteur Viktor Lazarevitch, dont la licence pour exercer la médecine et la réanimation par l'orage a été révoquée depuis longtemps. Le savant fou est entouré de récipients bouillonnants, de bêchers et de fioles débordant de produits chimiques fumants éparpillés dans la pièce. Il regarde sa montre fissurée. C'est presque l'heure. Il traverse la pièce en courant entre des dalles couvertes de draps. En dessous se trouvent ces spécimens, chacun fabriqué exactement selon ses spécifications et servant d'exemple parfait des raisons pour lesquelles les communautés médicales et scientifiques ont tenté d'excommunier le docteur Lazarevitch. Le scientifique observe les bobines Tesla qu'il a fixées au toit à travers une lucarne ouverte, laissant entrer le vent d'octobre hurlant et glacial, ainsi que la pluie qui s'engouffre depuis l'extérieur. Son laboratoire de fortune est déjà en désordre. Il s'en moque. Jetant un œil à sa montre, il tend la main vers un levier, attendant le bon moment, le souffle coupé. D'une seconde à l'autre, se dit-il, le cœur battant contre ses côtes, il regarde ses créations recouvertes, presque avec émotion. Il a travaillé sans relâche pour toutes les créer, et bientôt, la puissance de la tempête parcourra leurs veines et les forcera à se lever. Certaines étaient visibles sous leurs draps, un bras rafistolé composé de doigts, d'une paume, d'un avant-bras et d'un biceps, tous prélevés sur différents cadavres et recyclés. Un autre repose parfaitement immobile sur la table, les bras croisés sur la poitrine. La main palmée et couverte d'écailles de l'un d'eux dépasse simplement de dessous. Eux et tous les autres étaient reliés à la bobine, installée sur le toit au-dessus. La montre du savant fou émet un bip. C'est l'heure. Il abaisse le levier juste au moment où un éclair traverse l'air et frappe la bobine sur le toit. Une gerbe d'étincelles jaillit du plafond. Le levier en projette sur les draps fins posés sur les tables, y brûlant des trous. L'électricité parcourt les câbles et entre dans chaque corps. Peu à peu, ils commencent à se réveiller, accueillis par les rires maniaques et les cris triomphants du docteur Lazarevitch. Ils sont vivants. Avant de devenir le site d'une anthologie annuelle d'horreurs anormales, le SCP-6531 était auparavant le centre de fabrication de Lazarevitch Wearables. Les enquêtes menées par la Fondation SCP sur cette entreprise n'ont donné que peu de renseignements exploitables. Tout ce que l'on a pu apprendre sur Lazarevitch Wearables, c'est qu'il s'agissait autrefois d'un petit distributeur de vêtements spécialisé dans les costumes et masques d'Halloween, ainsi que dans les vêtements de rue et de tous les jours à thème horrifique. Peu de documents commerciaux de Lazarevitch Wearables subsistent. Après avoir fait faillite en décembre 1996, toute information concernant l'entreprise, ses opérations et ses distributeurs semblent avoir été complètement et mystérieusement effacés. Des recherches sont en cours pour interroger d'anciens employés de l'entreprise de costumes afin de savoir si l'un d'eux connaissait un lien entre Lazarevitch Wearables et divers groupes d'intérêt anormaux connus. Cependant, il n'existe également aucun registre d'employés ayant pu travailler au centre de fabrication. De même, aucun magasin de costumes, qu'il s'agisse de petites entreprises locales ou de grandes chaînes nationales, n'a jamais déclaré avoir vendu des costumes ou des vêtements fabriqués par Lazarevitch Wearables, que ce soit comme articles saisonniers ou tout au long de l'année. La seule chose que la Fondation a pu établir, c'est que Lazarevitch Wearables a fait faillite environ 10 mois avant que le premier incident anormal enregistré sur place ne se produise. Pourtant, cette information n'explique pas vraiment pourquoi ces incursions se manifestent chaque année à peu près au même moment, le même jour, le 31 octobre, à Halloween. L'une des principales théories parmi les chercheurs de la Fondation est que ces incursions anormales ont été déclenchées à la suite de la faillite de Lazarevitch Wearables, dans le cadre d'une tentative des propriétaires de Lazarevitch de perpétuer l'héritage de l'entreprise. D'autres explications avancées vont des costumes d'Halloween de l'entreprise qui seraient possédés ou hantés de manière anormale, servant désormais de réceptacle à des entités démoniaques, des esprits défunts ou quelques forces surnaturelles. Tout ce que la Fondation sait avec certitude, c'est qu'après le coucher du soleil, chaque 31 octobre, depuis 1997, le SCP-6531 est le site d'un incident anormal impliquant plusieurs entités désignées sous le nom de SCP-65311. Ces entités peuvent varier considérablement en termes de capacité et d'apparence, mais semblent être limitées à ne ressembler qu'aux costumes d'Halloween autrefois créés et vendus par Lazarevitch Wearables.
Une année, elles peuvent apparaître sous forme de vampires. L'année suivante, un groupe de zombies pourrait émerger du SCP-6531. Des loups-garous, des fantômes et plusieurs représentations typiques du monstre de Frankenstein ont également été documentées. La Fondation a réussi à obtenir un catalogue complet de l'inventaire de Lazarovich Wearables, ce qui lui permet de mieux préparer les contre-mesures et les procédures de confinement pour chaque manifestation annuelle. Tous les incidents enregistrés, ainsi que les détails des contre-mesures efficaces, sont disponibles sur demande pour tout le personnel de la Fondation affecté à SCP-6531. Le groupe d'entités SCP-65311 qui se manifeste à Halloween peut compter jusqu'à 100 créatures costumées identiques au maximum. Elles n'apparaîtront jamais après minuit et se dématérialiseront immédiatement dès l'arrivée de l'aube le 1er novembre. On ignore encore si cela est dû à une aversion pour la lumière du soleil ou à un autre facteur anormal qui lie temporairement leur existence à la nuit d'Halloween. Ces apparitions peuvent se produire à tout moment entre le coucher et le lever du soleil à partir de l'une des 3 entrées de SCP-6531. Aucune autre limitation connue ne concerne le nombre d'apparitions possibles chaque Halloween. Certaines années, un seul groupe d'entités SCP-6531 qui s'est manifesté. Certaines années ont été bien plus difficiles pour le personnel chargé de superviser le confinement. Depuis la découverte du SCP-6531, la Fondation SCP a mis en place des procédures de confinement régionales standards, sécurisant le centre de fabrication anormale ainsi que la zone environnante. Les civils n'ont pas accès à l'ancienne installation Lazarovich Wearables et sont refoulés ou amnésiés s'ils s'en approchent. Bien qu'à ce jour, personne ne se soit manifesté avec des informations pertinentes concernant l'entreprise, mais si un civil venait à se présenter en affirmant avoir déjà des informations sur Lazarovich Wearables, ils doivent être détenus et interrogés par des agents de la Fondation sur le site de SCP-6531. Chaque Halloween, la force d'intervention mobile Theta 13, également connue sous le nom de code des hôtes de l'horreur, est chargée de répondre aux événements de manifestation annuels. Ces agents, et eux seuls, sont autorisés à neutraliser les instances de SCP-6531 conformément aux contre-mesures efficaces que la Fondation a élaborées pour chaque type possible de créature costumée pouvant apparaître. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de prédire à l'avance lequel des costumes de Lazarovich Wearables apparaîtra avant la manifestation, ce qui signifie que les hôtes de l'horreur doivent être préparés à toutes les éventualités avant Halloween. Les contre-mesures possibles impliquent l'utilisation de lampes ultraviolettes pour éliminer les vampires, de grenades à impulsion électromagnétique pour désactiver les robots et de munitions explosives pour les instances mortes vivantes de SCP-65311. Le 31 octobre 2021, l'opérateur de la FIM MTF 813, John Plummer, s'est présenté pour sa première mission au poste de la force opérationnelle chargée de la surveillance du confinement de SCP-6531. Pour leur propre sécurité, le reste du personnel de la Fondation avait été évacué. Les 364 autres jours de l'année, ils étaient normalement impliqués dans la recherche sur le bâtiment anormal, essayant d'examiner les propriétés exactes de l'ancien centre de fabrication Lazarovich Wearables et espérant déterminer la véritable cause des émergences annuelles. Mais à Halloween, tout le monde, à l'exception des hôtes d'horreur 1, 2 et 3, avait droit au luxe d'une nuit de congé. À 19h15, les 3 membres de la MTF ADA 813 se sont présentés pour un dernier point de contrôle avec le commandement de la Fondation SCP avant les incursions anormales inévitables de la nuit. Aux côtés de l'agent Plumber, leur dernière recrue, se trouvaient les 2 autres hôtes, Alfred Snagrod et Wesley Timide, désignés respectivement comme hôtes 1 et 2. Chacun d'eux a effectué ses vérifications radio avec le contrôle de la Fondation, l'hôte 1 étant en position avec une vue sur l'entrée nord de la SCP-6531. À quelques mètres, l'hôte 2 s'est signalé à l'entrée ouest et l'hôte 3 aussi, avec vue dégagée sur l'entrée est. Le contrôle a donné un dernier appel au trio, leur ordonnant de signaler chaque apparition de la SCP-65311 et de confirmer une méthode de confinement pour chacune avant de déployer des contre-mesures. Wesley Timide, l'hôte 2, a accueilli son collègue maître de l'horreur et a indiqué à Plumber, la nouvelle recrue, qu'il pouvait compter sur l'équipe et lancer un appel radio si besoin. La première nuit à travailler pour contenir l'émergence pouvait, d'après lui, devenir un peu flippante. L'hôte Plumber était ému par l'accueil de son nouveau camarade. L'hôte Timide expliqua qu'il voyait cela comme rendre la faveur que l'agent Willard Baller lui avait faite, ainsi qu'à Snagrod lors de leur arrivée chez les maîtres de l'horreur. Baller avait auparavant été en poste à la SCP-6531 jusqu'à son départ de la Fondation, moment où l'hôte Plumber fut désigné pour le remplacer.
Cependant, lorsque Plummer demanda des informations sur son prédécesseur et pourquoi il n'était plus membre actif de la MTF ADA 813, l'hôte Snagrod intervint avant que Timid ne puisse répondre, ordonnant aux deux autres hôtes de garder le silence radio et de rester vigilants. En moins de 20 minutes, la première apparition enregistrée de la nuit eut lieu, observée par l'hôte Plummer à l'entrée est. Il observa un groupe de morts-vivants titubant hors de SCP-6531 au nombre d'environ une centaine. Surpris par la soudaine apparition de nombreux zombies, la nouvelle recrue de l'hôte d'horreur prépara aussitôt des contre-mesures explosives, dont un lance-grenade rotatif pour réduire la horde. Immédiatement, l'hôte Snagrod prit la parole à la radio, ordonnant à l'hôte Plumber de cesser toute action. La cour au-delà de l'entrée avait déjà été préparée pour l'émergence avec le déploiement de mines terrestres, ce que Plumber put constater de ses propres yeux lorsque certains des morts-vivants décrépits posèrent leurs pieds pourris au mauvais endroit. Une série rapide d'explosions illumina la cour plus vivement que n'importe quelle décoration d'Halloween, des morceaux de zombies volant partout alors qu'ils étaient pulvérisés presque instantanément. Plumber informe par radio le poste de contrôle que la première émergence de la nuit a été gérée, mais a laissé un sacré désordre. 20 minutes supplémentaires s'écoulèrent avant la prochaine émergence de nouvelles instances de SCP-65311. Cette fois, l'hôte Snagrod, à l'entrée nord du centre de fabrication, observa un trio de silhouettes vêtues de costumes d'époque. Il était clair que c'était un groupe de vampires européens, ce qui signifiait que Snagrod n'avait que peu de temps pour agir. Grâce à leur aptitude à se transformer en chauve-souris ou à se déplacer à une vitesse quasi invisible, si ces vampires n'étaient pas rapidement neutralisés, ils pourraient semer le chaos et attaquer des civils pour les vider de leur sang. Heureusement, l'hôte Snagrod avait déjà suffisamment d'expérience avec ce genre de manifestation et avait justement la contre-mesure prête. Graines pour oiseaux. Après avoir confirmé son plan par radio avec le contrôle de la Fondation, il reçut l'ordre d'agir et l'opérateur de la FIM lança des sacs de graines pour oiseaux vers le vampire, les dispersant partout. À la grande confusion de l'hôte Plumber, cela sembla arrêter net les trois vampires, qui devinrent complètement fascinés par les graines éparpillées sur le sol devant eux. Mais ils étaient piégés, restant immobiles assez longtemps pour que l'hôte Snagrod active des lumières ultraviolettes. Lorsque les lampes s'allumèrent, les vampires hurlèrent des vulgarités en roumain avant d'exploser, produisant de petits bruits d'éclatement alors qu'ils étaient immolés. Perplexe face à la stratégie, Plumber demanda l'utilité de la graine pour oiseaux. Snagrod, étant un peu plus disposé à partager des tactiques de confinement, expliqua que la mythologie européenne décrit les vampires comme souffrant d'une forme d'arythmomanie. Cela reflète souvent un trouble obsessionnel compulsif où les individus ressentent une forte compulsion à compter leurs actions ou des objets proches. Grâce à des graines pour oiseaux, Snagrod a exploité cette compulsion de comptage pour obliger les vampires à rester et compter chaque graine. 8h13, soit un peu moins de 20 minutes après l'incident précédent, une nouvelle apparition a commencé. Cette fois, environ 2 douzaines de squelettes ont commencé à sortir de l'entrée est, certains d'entre eux armés d'épées et de haches. L'hôte Plumber s'est encore préparé à affronter les morts vivants. Mais avant qu'il n'agisse, Snagrod intervint de nouveau, lui ordonnant de rester en retrait. À peine l'avait-il dit que Plumber comprit pourquoi. Au moment où l'armée de squelettes approchantes franchit la limite du SCP-6531, ils se sont tous effondrés. L'hôte timide fit remarquer que ces créatures osseuses, dépourvues de muscles, tendons ou autres tissus, n'avaient rien pour maintenir leurs os, obligeant les hôtes de l'horreur à les laisser se désassembler. Plumber vit que les crânes éparpillés dans la cour vibraient, leurs dents claquant encore. Timid, lui, assura qu'il se tairait probablement après une demi-heure, bien que cela reste dérangeant. 11 minutes plus tard, l'hôte timide assista à la première apparition de la nuit depuis son poste. Par l'entrée ouest, un groupe de 3 robots fit son apparition, avançant lentement, mais chacun était armé d'un arsenal imposant à l'allure futuriste. Snagrod demanda s'ils étaient équipés d'un blindage visible, mais Timid répondit qu'ils ressemblaient à de vieux robots rétro. Il informa le contrôle qu'il préparait une grenade à impulsion électromagnétique pour neutraliser les 3 automates anormaux, puis s'arrêta, préférant tenter une alternative. Il sauta devant les 3 robots et leur cria « Cette affirmation est un mensonge ». Les robots tirèrent aussitôt, poussant le contrôle à demander à Timid de signaler sa situation. Les 3 robots l'avaient complètement raté. Ils savaient déjà que, puisqu'il s'agissait de modèles plus anciens, leur tir n'était pas assisté par un système de guidage. L'endroit le plus sûr pour lui était juste devant leurs armes.
À la radio, Snagrod pressa Timide, lui expliquant qu'essayer d'énoncer un paradoxe logique pour embrouiller les robots ne servait à rien, et lui ordonna simplement d'armer et de lancer la grenade IEM. Riant, manifestement sans prendre tout cela très au sérieux, Timide tenta à nouveau et posa au robot la question déroutante suivante. Est-ce que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même? Sans attendre de voir comment les trois machines réagissaient, l'animateur Snagrod invoqua ce qu'il appelait la clause Baller. Bien qu'il ait protesté que les robots ne le toucheraient probablement pas, Timide finit par obéir aux instructions et lança la grenade, désactivant instantanément les trois instances robotiques du SCP-65311. Plumber intervint pour demander des précisions sur la clause mentionnée, et Snagrod expliqua. Comme les animateurs d'horreur étaient affectés à SCP-653-1 depuis un certain temps, le contrôle de la Fondation leur accordait une marge de manœuvre considérable pour gérer chacune des urgences des créatures costumées. Si un membre du trio jugeait qu'un coéquipier agissait imprudemment et mettait la mission ou leur sécurité en danger, il pouvait alors invoquer. La clause Baller, que Plumber remarqua rapidement, semblait être nommée d'après son prédécesseur étrangement retraité, Willard Baller. La prochaine émergence n'eut lieu qu'un peu plus d'une heure plus tard, à 9h29. Une fois de plus, Plumber se retrouva face à un groupe d'instances de SCP-65311, toutes des humanoïdes à écailles munis de nageoires. Encore une fois, il était prêt à mettre en place des contre-mesures et on lui demanda de rester en attente, Timide allant même jusqu'à remarquer que l'autre Plumber semblait avoir la chance du débutant. Au moment où les créatures mi-poissons sortirent du bâtiment, elles s'effondrèrent et commencèrent à se débattre sur le sol, devenant inoffensives à cause de l'asphyxie, puisqu'aucune d'elles n'était sous l'eau. Plumber était toujours troublé de devoir regarder les corps humanoïdes à l'allure de poissons se débattre, mourant lentement. Comparé au crâne, cela semblait bien pire. 1h30 entière s'écoula avant que Plumber n'assiste à sa prochaine émergence, voyant 6 personnes brandir diverses armes blanches dangereuses, allant de couteaux et de haches à des tronçonneuses. Selon Snagrod, il s'agissait de slashers et on pouvait s'en occuper avec des munitions standards. Cependant, lorsque Plumber a tiré, les 6 slashers continuaient d'avancer. Timide a souligné qu'il s'agissait probablement de slashers de suite, donc un peu plus robustes. En passant aux explosifs, Plumber a armé une grenade et l'a lancée vers les slashers. Ils ont tous été pris dans l'explosion, ce qui les a neutralisés. Plumber déclara l'incident maîtrisé, mais Timide rappela de surveiller les corps, car dans les films de slasher, ignorer les corps pouvait signifier que le tueur avait survécu. À en juger par les têtes et les membres sectionnés laissés sur place, Plumber lui dit qu'il pouvait écarter cette inquiétude. 10 minutes plus tard, à 11h15, la prochaine émergence eut lieu. Un groupe d'entités ectoplasmiques est apparu à l'entrée ouest de SCP-6531. Comme l'a observé Timide, il s'agissait du genre de fantôme gluant. En appelant le contrôle pour de l'aide, il a demandé si les Spanglers avaient été vérifiés. L'hôte Plumber, encore novice dans le jargon, a demandé ce que Timide voulait dire par Spanglers. C'était le surnom donné à une série de grands dispositifs d'aspiration installés autour de chaque entrée par les techniciens de la Fondation, spécialement conçus pour capturer les entités éphémères. Après activation, en quelques minutes, il ne restait plus aucun fantôme, la dernière apparition de la nuit ayant été contenue avec succès. La suivante arriva près d'une demi-heure plus tard, lorsque 3 entités humanoïdes velues en vêtements déchirés firent leur apparition. Plumber se prépara à intervenir avec des munitions incendiaires, mais Snagrod lui dit que ce n'était pas nécessaire. Timide fit remarquer que le sol devant les loups-garous était couvert d'un véritable buffet de viande, grâce aux restes de slashers et d'hommes-poissons. D'habitude, l'arrivée tardive des loups-garous à Halloween signifiait qu'ils voulaient seulement manger, puis s'endormir avant de se dématérialiser au lever du soleil. Les loups-garous, faciles à éliminer et sans danger, restaient toutefois intéressants à observer. C'était presque une tradition instaurée par Baller chez les hôtes de l'horreur. En observant le groupe de loups-garous, Plumber remarqua que l'un ramassait les os des squelettes abandonnés et les lançait pour qu'un autre les poursuive. Les loups-garous ayant finalement sombré dans le sommeil et aucun autre signe d'activité anormale n'étant apparu, les émergences annuelles au SCP-6531 touchaient à leur fin. Le contrôle a envoyé des équipes de nettoyage et des équipes auxiliaires de confinement sur place pour gérer le désordre, tandis qu'un transport était dépêché pour récupérer les 3 membres des hôtes de l'horreur. Timide a suggéré un dernier verre de vodka à la citrouille à la base. Plumber, content de participer, ressentit cependant le besoin de poser une question qui le tracassait.
Il s'agissait de Baller, ancien hôte 3 de la MTF 813. Plummer avait remarqué que ses coéquipiers étaient nostalgiques de leur ancien camarade et que la clause Baller était évoquée dès qu'un d'eux agissait imprudemment. Bien que Plummer ait survécu à son premier Halloween au SCP-6531, il s'inquiétait que son prédécesseur soit mort à ce poste. Timid et Snagroth ont expliqué qu'ils étaient nostalgiques de Baller car ils l'appréciaient et qu'il avait été un bon ami. Il a quitté la Fondation après avoir signé un contrat d'édition pour une série de romans d'horreur. Rassuré que ce travail ne mettrait sans doute pas sa vie en danger, Plummer demanda pourquoi la clause Baller portait son nom. Retenant à peine son rire, Timid expliqua qu'il y a quelques années, Baller avait tenté de dresser l'un des loups-garous issus du SCP-6531. Cela avait mené à une rencontre gênante entre Baller et une créature loup d'environ 1,83 m filmée par les caméras de sécurité. Heureusement, fit remarquer Timid, tout ce qui concerne la Fondation SCP ne se termine pas forcément dans le sang et la douleur. Parfois, ils étaient plus aimables qu'attendus, avec du personnel pouvant faire son travail, rentrer chez lui en sécurité et vivre sans risquer d'être tués par des anomalies. Sur ce, les 3 agents de la Fondation partirent ensemble pour profiter du reste de leur soirée d'Halloween. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre vidéo des dossiers du Dr Bob, comme SCP-6096, le fantôme sous la couverture,